regarde, le panneau Fissin, réveil de Napoléon. Et si on allait dans le village pour voir où il a séjourné? C'est chouette. Bonjour madame, excusez-nous. Bonjour madame. Nous avons vu à l'entrée du village un panneau qui indique le réveil de Napoléon. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire où il a séjourné? Oh, désolé, mais vous pouvez vous adresser à la mairie, c'est un peu plus loin là. Ah, on va vous le d'accord. renseigner, on peut vous renseigner. Bon, ben écoutez, peut-être qu'avant d'aller à la mairie, je regarde ce lavoir là. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce lavoir qui a quand même une forme assez particulière? Moi non, mais voilà justement Christian qui arrive, lui va pouvoir vous renseigner. Ah ben, alors, bonjour Christian, puisque on vient d'apprendre votre nom. Alors, votre ami, je suppose que c'est votre ami, vient de nous dire que vous étiez un grand connaisseur du village de Fissin, de ses monuments et donc forcément de son lavoir. Alors est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots à ce sujet? Écoutez, venez, on va descendre, je vais vous expliquer. Très tout ça. volontiers. Alors, ce lavoir, d'après les archives, la construction date de 1850. Mais en fait, ça n'a pas été facile parce que la réalisation a été très très compliquée. Mais ça date depuis, déjà dans lesquels, depuis 1812. Qui a motivé la construction de ce lavoir ici? Bien, et ce lavoir, il est alimenté par une source qui se trouve sur la montagne là-bas, qui s'appelle la source Le Chaulois. Et ça a été réalisé déjà au départ parce que derrière ce lavoir, avant, il y avait une mare qui existait, donc qui était alimentée par cette fameuse source. En fait, elle servait à abreuver le bétail, n'est-ce pas? Oui, à cette époque, oui. Mais utiliser cette eau pour laver le linge, c'était vraiment délicat. Voilà. Oui, j'imagine. Alors, dans ce contexte-là, quelle décision a donc été prise? Vous savez, ça peut être très facile. Hein. Suite à de nombreuses réunions pour régler les différends, il était enfin décidé de construire un lavoir et un abreuvoir et un puits qui se trouve là-dedans. Ah, d'accord. Mais cette eau que je trouve un petit peu bizarre là, est-ce qu'elle est propre à la consommation publique? C'est-à-dire c'est une eau ferrugineuse, comme vous voyez là. Oui. Hein, dont les dernières analyses ne nous permettent pas de dire qu'elle est très bonne à boire. Attention. Oui, j'imagine. On va peut-être pas essayer quand même. Hein? Ah, non. Peut-être Gisèle veut essayer. Ah non. Bien, écoutez, on a quelques éléments d'information intéressants, donc on va vous remercier. Et puis surtout, nous allons nous rendre vers la mairie, comme on nous a conseillé de le faire tout à l'heure. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Entrez. Bonjour monsieur. Bonjour Monsieur le maire. Merci de nous recevoir dans cette magnifique salle du conseil municipal de Fissin. À tout plaisir. Qu'êtes-vous venu chercher à Fissin? Ah, bien évidemment, nous sommes à la découverte du vignoble bourguignon et de Fissin en priorité, dirons-nous. Vous avez raison de le souligner, parce que Fissin, comme vous l'avez prononcé la première fois, c'est pour nous Fissin à la réalité. Merci Et donc, Fissin avec les Fissinoises et les Fissinois. Ah, vous êtes donc un Fissinois. Je suis un Fissinois, Voilà. tout à fait. Et question qui s'adresse directement au maire, en fait, combien y a-t-il d'habitants dans votre commune de Fissin? Alors actuellement, nous avons 751 habitants. Et comment vit-on à Fissin? Alors à Fissin, comment on vit bien, au dire des habitants, puisque nous sommes quand même une commune richement dotée, puisque nous avons une mairie dans laquelle nous sommes actuellement. Nous avons également une école qui se trouve à côté. On a une salle de réunion sur la place des Déportés. On a une salle des fêtes avec 2 salles que l'on peut louer aux habitants et puis organiser les manifestations municipales. Et on a également un terrain multisport à la sortie du village, en allant vers la nationale, avec un terrain de foot, un skatepark, des jeux pour enfants. Et on a également un mur d'escalade qui est exploité par la Fédération française d'escalade, la FFE. Qu'est-ce que l'on peut voir à Fissin? Alors à Fissin, il y a plein de choses à voir. Tout d'abord, il y a évidemment le musée Loiseau, avec son parc, Oui. l'église de Fissé, l'église Saint-Martin,
le lavoir. Et après, évidemment, on a également toute cette partie de forêt richement dotée en chemins, balisés. Alors, je vais vous poser encore une autre question qui est celle du touriste qui se promène en Bourgogne. Il faut quand même que vous nous parliez du vin. On a vu quand même que Fissin possède un joli vignoble avec quelques premiers crus, des vins de qualité, en particulier le manoir de la Perrière que je vous invite à visiter. Ce manoir possède une très belle cave. Oui, je vais bien écouter. Merci du renseignement en ce qui concerne le manoir de la Perrière, parce que je pense que nous allons pouvoir y aller. Mais avant d'aller au manoir de la Perrière, il faut quand même que je vous pose une autre question. Sur la nationale, lorsque nous sommes arrivés, nous avons vu un monument qui nous a un peu intrigués, qui est baptisé, je crois, le réveil de Napoléon. Donc on peut imaginer qu'il a séjourné quelque part. Et où donc dans votre village? Ah, bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Napoléon dans le village, mais pour répondre à cette question, je vous invite à vous rendre sur l'esplanade, où là vous rencontrerez deux personnages qui vous renseigneront sur le séjour de Napoléon dans notre village. Nous allons nous y rendre quasiment de ce pas, mais en attendant, monsieur le maire, je tiens à vous remercier pour tous les renseignements que vous venez de nous donner. C'est moi qui vous remercie de l'intérêt que vous portez à notre village. Merci. Bonjour messieurs, qui êtes-vous? Bonjour, je suis François Rude, sculpteur bien connu. Moi, je suis un ancien soldat de Napoléon Bonaparte. Et à quoi est due votre renommée? Mon père, forgeron à Dijon, m'a permis de faire l'école de dessin. Puis grâce à Louis Frémier, mon mécène bonapartiste, j'ai pu être admis à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. J'obtiens alors le Grand Prix de Rome. Et après? Vient la Restauration. Je pars alors en Belgique où je réalise de nombreuses sculptures. Puis reviens en France en 1827. Et que faites-vous alors? En 1833, je suis décoré de la Légion d'honneur. Je réalise notamment un haut-relief pour l'Arc de Triomphe de l'Étoile qu'on appelle la Marseillaise, ce qui a fait ma renommée. Et vous, monsieur Noiseau? Eh bien, moi, je suis né à Auxonne et à l'âge de 21 ans, je m'engage dans un régiment de la garde impériale. Et vous avez participé à des campagnes? Alors, en effet, j'ai servi mon empereur lors des campagnes d'Autriche, d'Espagne, de Russie. Et j'embarque avec lui à l'île d'Elbe, où là, je fus décoré de la Légion d'honneur et élevé au grade de capitaine des grenadiers de la garde impériale. Mais pourquoi vous, ici, à Fissin? Eh bien, je me suis marié avec une veuve, Madame Richard, très aisée, et nous avons élu domicile à Fissin. J'ai pu alors acheter des vignes et rassembler des terres pour constituer un véritable parc, à la mémoire de mon empereur, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler du réveil de Napoléon? Nous sommes deux amis qui partageons notre fidélité à l'empereur. C'est pourquoi, lorsque Claude m'a demandé une œuvre à placer dans le parc, j'ai accepté avec plaisir. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette œuvre? Elle s'inscrit dans ma période dite romantique. 3 années de travail ont été nécessaires pour réaliser cette œuvre qu'on intitule Le réveil de Napoléon ou Napoléon s'éveillant à l'immortalité. Ben, nous vous invitons à visiter le parc. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Merci, en effet. Nous allons nous y rendre de ce pas. Une dernière question quand même. Et Napoléon a-t-il séjourné à Fissin? Non. Ah ben d'accord. Ah bon? Mais nous avons contribué à ce que son souvenir y soit fortement ancré. Vive l'empereur! Bonjour monsieur, monsieur, madame. excusez-nous,
on est à la recherche de la statue du réveil de Napoléon. Est-ce que vous sauriez où elle est? Vous êtes sur le bon chemin, je me dirais. Si vous voulez, je peux vous guider. C'est parfait, c'est En tant gentil. qu'habitant de Ce Fissa, sera je connais gentil un de petit votre peu. Hein, je vous emmène. Volontiers. Vous allez vous monter les degrés, vous allez voir, on va arriver à la statue. Parfait. On vous suit. Là, voilà. Alors voilà donc cette fameuse statue qu'on appelle le réveil de Napoléon, qui n'est pas une pendule, mais c'est l'empereur s'éveillant à l'immortalité. Et donc Rude a fait une œuvre magnifique. On dit que c'est un de ses chefs-d'œuvre, mais les gens du village disent c'est un chef-d'œuvre. Hein. Alors, on voit là Napoléon qui se trouve dans son suaire, et c'est le suaire qui l'enveloppe, c'est le manteau de maringot. On peut voir de l'autre côté, on ne voit pas ici, les broderies. On voit l'empereur qui a le visage, vous voyez, un peu énigmatique. Il y en a qui ont critiqué la statue parce que il avait les yeux fermés. Pourquoi les yeux fermés? Mais c'est quand même mieux. Il me semble c'est beaucoup plus digne et je ne vois pas l'empereur avec les yeux ouverts. Donc on voit qu'il s'éveille. Ses yeux ne sont encore pas ouverts. On voit sa main qui soulève le suaire et on ne sait pas s'il est mort ou s'il va ressusciter. Parce qu'on voit l'aigle ici. Est-il mort aussi? Il a l'aigle cassé, il a l'aile qui est cassée, donc il ne volera plus. Est-ce que son aile pourrait être réparée? Et là, pour voir un petit peu mieux, on voit effectivement le chapeau, le célèbre chapeau de Napoléon, avec son épée qui est prise dans une gangue de chaînes, mais malgré tout, ici, il a cassé ses chaînes. Il n'est encore pas libéré tout à fait, mais enfin, est-ce qu'il va se libérer? Alors on voit ici, à Napoléon, Noiseau, grenadier de l'île d'Elbe, et Rude, statuaire, 1846. Ouais. Donc, c'est notre ami Claude Noiseau qui avait demandé de faire à Rude, le statuaire bourguignon, cette œuvre magnifique que Rude a réalisée. Comme vous voyez, l'empereur il est sur un rocher, et c'est le rocher de Sainte-Hélène. Et il y a des gens qui ont dit, mais il dépasse un petit peu là, effectivement. Parce que l'empereur, quand même, qui avait conquis l'Europe, il se trouvait un petit peu à l'étroit sur le rocher de Sainte-Hélène. Et alors, vous voyez son visage aussi. Quand on voit aussi, c'est le côté, c'est le profil qui se trouve donc du côté sud. Et on voit, je ne sais pas si vous le verrez, tout à l'heure, vous ferez le tour en regardant bien, c'est le profil de Bonaparte. C'est Napoléon jeune. Ensuite, quand on le voit, la face, il regarde l'Est, et bien ça c'est Napoléon déjà qui est un peu plus âgé. Et quand on regarde la face nord, vous le voyez là, il est un peu boursouflé, il est un peu malade, c'est la faim. Il est au nord, c'est le côté froid, il est tout près de la mort. Je ne sais pas, on dit que Rude a mis 4 mois pour réaliser ce visage qu'il avait pris comme modèle. Le masque mortuaire que lui avait donné Marchand, le valet de chambre Napoléon, quand il était donc à Sainte-Hélène. Vous voyez cette œuvre, elle mérite quand même d'être visitée, et elle mériterait d'être encore plus connue. Voilà, vous avez vu l'empereur et le réveil, Oui, c'est bien. Merci. qui est la gloire de Fissin, parce qu'il y a les vins et il y a Napoléon. Donc, voici la tombe de Claude Noiseau. Comme vous le voyez, il n'a pas écrit Claude Noiseau, il a écrit un soldat de Napoléon Ier. C'était véritablement, il aimait mieux qu'on mette un soldat de Napoléon Ier que de mettre son propre nom. Donc il était enterré le 14 avril, si je regarde bien, 1861. Alors la légende dit qu'il voulait être enterré debout face à l'empereur. Donc il tourne le dos à l'est et il regarde l'empereur, la statue qui est là-bas. Mais quand les terrassiers sont venus pour creuser, c'était difficile. À cette époque-là, on n'avait pas de marteau-piqueur. Si bien qu'il est quand même enterré légèrement debout, légèrement couché. Il n'est ni couché ni debout, mais il regarde l'empereur. Alors on arrive ici, ce qu'on appelle le fort l'empereur. Parce qu'évidemment, Noiseau avait eu l'idée de mettre cette statue, mais elle était comme ça en pleine nature, il fallait quand même un gardien.
Alors il a eu l'idée de construire cette petite forteresse, quoi. Et on peut remarquer que le bas représente donc les forteresses qu'on peut trouver dans l'île de Portoferraio, à l'île d'Elbe. Ça rappelle donc l'île d'Elbe où Napoléon avait été prisonnier. Et le dessus, si on extrait la petite tourelle là, ressemble aussi à la maison de Longwood, donc là-bas à Sainte-Hélène, où il y avait une maison à 4 pans. Il a voulu comme ça, Noiseau voulait rappeler un petit peu où Napoléon avait été donc prisonnier. Notre promenade, est-ce qu'elle peut se poursuivre dans la Combe? Ah, tout à fait. D'ailleurs, je vais vous emmener voir un panneau sur lequel se trouve le circuit que vous allez pouvoir prendre. C'est parfait, alors on y va. Ah, sur ce panneau, on voit la possibilité de se rendre aux 100 marches. Pourquoi les 100 marches? Alors ces 100 marches, est-ce que c'est un hasard? Ils se retrouvent là au fond de la Combe. Mais ça correspond, on dit, les Fixinois disent ça, que ça correspond aux 100 jours, les 100 derniers jours que Napoléon a vécu entre l'île d'Elbe et après sa destitution, quoi. Et pour atteindre ces 100 marches, il faut les gravir et on atteint au-dessus le plateau avec les pelouses calcaires. Mais quel itinéraire je dois choisir pour me rendre aux 100 marches? Vous allez voir le panneau qui est balisé et où c'est inscrit « Campagne de Russerie ». Donc, si vous suivez cet itinéraire qui vous mènera jusqu'au fond de la Combe, aux 100 marches. Ah c'est parfait, eh bien on va s'y rendre de ce pas. Ah maintenant, mais on aperçoit des falaises et des gens qui font de l'escalade. On y va voir? Bonjour. Qu'est-ce qui vous a fait choisir les falaises de Fissin pour faire de l'escalade? Tout d'abord, c'est quand même un super cadre. On a des belles falaises, des belles hauteurs. Nous, on vient de Brochon, donc c'est assez accessible en voiture ou même à pied, par les marches. Est-ce qu'il y a beaucoup d'itinéraires prévus? Ah oui, beaucoup, oui. Avec différents niveaux de difficulté? Ah oui, on a du très faible jusqu'au très dur, donc c'est pas mal. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, il a tout dit, c'est un élève parfait qui a bien compris pourquoi on est là. Je vous remercie beaucoup, bonne journée. Oh, de là, on voit bien les vignes et le village. On aperçoit même l'église de Fissin. On peut aller la voir? Nous sommes maintenant à l'intérieur de l'église de Fissin. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bon, l'église a été construite donc au XIIe siècle, mais tout de suite, quand on entre, il y a une particularité, c'est qu'on voit que le pilier est nettement en faux aplomb parce qu'il y a eu une poussée du côté nord. Pourquoi cette poussée? Parce que là, le collatéral sud a été construit, mais il n'y a pas eu de retenue du côté nord parce que les évêques de Langres ne voulaient pas qu'on empiète sur leur territoire, mais il y a eu une telle poussée que ça devenait tellement dangereux qu'au XIVe siècle, ils ont décidé de construire un clocher massif. Et là, nous sommes dans le pied du clocher, ça n'existait pas au XIIe, ici était le mur. Et là, nous sommes dans le clocher, et ce clocher massif a servi de contrefort pour éviter que ça continue,
de se dégrader ou même à la rigueur a pu se démolir. Mais ça doit être le manoir de la Perrière, avec son domaine. Ah ben si on y allait. Bénigne Joliet, enchanté. Enchantée, Luc, mon époux et Gisèle. Enchanté. C'est très gentil de nous accueillir sur votre domaine. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, à vrai dire, vous pouvez beaucoup faire, certainement, D'accord. puisque nous sommes touristes, comme ça peut se voir. D'accord. Et on aimerait bien avoir quelques détails sur le vignoble de Fissin et sur les crus de Fissin. Et vous D'accord. paraissez très bien placé pour nous donner tous les renseignements nécessaires. Effectivement, c'est un vaste sujet. Entrez. Attention à la tête, c'est assez bas de plafond. Il n'y a pas de problème. c'est bon. Entrez. Donc, pour répondre à votre question, les vignobles de Fissin sont de très grands terroirs. Ça s'étend à peu près sur 120 hectares. Il y a 100 hectares qui sont classés en village et une vingtaine d'hectares classés en premier cru. Premier cru, donc quels sont-ils ces premiers crus? Ils sont au nombre de 5. On a 5 premiers crus ici sur Fissin, Fissin-Fisset. Donc à l'époque, il y avait 2 villages qui ont été rassemblés. D'ailleurs, il y a une petite église là sur Fisset que je vous invite à visiter. Et sur la partie entre Fissin et Fisset, donc on a 2 premiers crus, les Hervelets et les Arvelets. Et les 3 autres, il en Donc, manque. voilà. Les 3 autres sont ici autour, en fait, et la particularité, c'est que c'est 3 monopoles. Donc il y a 3 familles propriétaires. Donc le clos du Chapitre, juste ici en bas, le clos d'Impoléon, pareil, un seul propriétaire, et tout le clos de la Perrière. Et qu'est-ce qui caractérise les vins de Fissin? Alors déjà, les vins de Fissin font partie des grands vins de Bourgogne. On a une appellation d'origine contrôlée sur Fissin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une caractéristique. Et on les résume souvent en disant que c'est des vins qui sont assez structurés, mais avec beaucoup de finesse dans les arômes et puis en délicatesse sur les tanins. Pourquoi votre clos se nomme-t-il la Perrière? À la Perrière, c'est une très très longue histoire, puisque le domaine date du XIIe siècle. C'est les moines de Cîteaux qui sont à l'origine de toute la construction. Peut-être nous l'avons déjà demandé, mais quelle est la superficie de votre clos? Le clos fait 5 hectares, un tout petit peu plus de 5 hectares. Ça a été choisi par les moines de façon très scientifique, je dirais, puisqu'ils étaient propriétaires des autres parcelles autour. Ça aurait pu être plus grand, ça aurait pu être plus petit. Ils ont choisi exactement la bonne taille pour avoir le meilleur vin au final. Et encore aujourd'hui, j'ai la chance et la particularité d'avoir le monopole de l'appellation, c'est-à-dire tous les 5 hectares d'un seul tenant, un seul propriétaire. Allez. Allez-y. Je vous invite à déguster un petit peu de notre production. Ah, On volontiers. parle beaucoup, mais voilà, on va déguster. Donc le fameux Fissin premier cru Clos de la Verrière, essentiellement en rouge, Merci. et avec une toute petite partie plantée en blanc. Aujourd'hui on goûtera le rouge. Sur un millésime 2014, donc un très grand millésime. Et puis toute la caractéristique du Clos de la Verrière, avec ses arômes de fruits, comme je le disais, et toutes ces dentelles qu'on a ensuite très souples, très rondes, très faciles d'accès. On va laisser vieillir ces bouteilles, mais surtout, on va vous remercier pour votre accueil très chaleureux et surtout instructif. Comme il nous l'a suggéré, on va peut-être se rendre à l'église de Fisset. Ah, bonjour. Ah ben, je suis content de vous retrouver ici, devant cette église de Fisset, et vous allez pouvoir nous en parler, forcément. Ben oui, alors vous avez déjà sans doute vu les autres morceaux, les monuments intéressants du village, mais celui-ci est le plus vieux. Il daterait du Xe siècle apparemment. Mais il y a eu beaucoup de remaniements depuis. Je vais essayer de vous l'expliquer.
Alors on va voir ça à l'intérieur. Très volontiers, alors je vous suis. Eh bien, suivez-moi. Alors ici, donc, cette église est sous le vocable de Saint-Antoine-le-Grand. Pas confondre avec Saint-Antoine de Padoue, qui est plus récent. Et on reconnaît Saint-Antoine-le-Grand par son tau. On appelle ça le tau de Saint-Antoine. Mais ici, à cette église, il y a les gens du village avaient remarqué quelque chose. Ils ont dit, si c'est un visage, on voit les yeux, on voit le nez, la bouche, les épaules et les cornes. Et ils ont dit, c'est le diable qui nous accueille dans l'église. Alors, ma foi, allons voir si le diable vient nous accueillir. Bon, donc ici, nous sommes au cœur de l'église, mais qui est la partie la plus récente. Parce qu'on a pu voir, là-bas à l'ouest, c'était la partie la plus ancienne qui datait, dit-on, du Xe siècle. Autant bien vers le clocher, on a la partie 12e. Quand on est dans cette partie-là, c'est la partie 14e. Et ensuite, il y a ces deux collatéraux qui ont été reconstruits, qui forment un T, donc comme le tau de Saint-Antoine. Et au XVIIIe siècle, ils ont fait cette forme qu'on appelle le cul de four, qui fait que ça donne la croix latine. On peut marquer sur les pierres là des marques de compagnons qui ont mis pour marquer leur travail. On voit vraiment la différence entre chaque taille. Ici, c'est une voûte qui est ogivale. Donc cette église qui est très très vieille et bien préparée, c'est pour ça que vous avez les bancs qui ne sont pas très mis en place. Voilà. Alors là, l'embellie n'a pas été fait, il aurait dû être fait. C'était pour marquer un petit peu le travail qu'il y a pour faire cette espèce de voûte en cul-de-four. C'est assez joli, mais ça aurait dû être enlevé théoriquement. Oui, mais c'est très joli comme ça. On voit donc cet hôtel qui est du 18e. Et voilà, on regardera aussi l'extérieur parce qu'il y a des choses de côté à voir. Ah ben, mais déjà cet intérieur est extrêmement original. On ne s'attend pas à cette église en plusieurs parties, effectivement. C'est très surprenant. Eh bien, nous voilà donc devant le four de Ficey. C'est le four on dit bien Ficey et pas Fissin, parce qu'en fin de compte, à l'origine, on ne la connaît pas. Il était très vieux. On sait qu'il existait en 1610, et depuis longtemps, il a été restauré, rénové. Même en 1844, les habitants de Ficey ont failli le voir disparaître, parce que la municipalité, au lieu de le réparer, voulait le faire démolir, vu qu'il empiétait de 40 cm sur la voie publique. Mais les habitants se sont défendus et le four, heureusement, est encore là. La dernière restauration qui a été faite du four, proprement dit, c'était en 1974. Et depuis cela, une association de Ficey, qui s'appelle l'Amicale, tous les ans rallume le four, fait chauffer des poulets, des pizzas et finit par faire les meringues, parce que c'est la fin du four que ça fait un peu moins chaud. Le four fonctionne. Pourquoi tu ris? Parce que je pensais, sacré Napoléon, il n'est jamais venu à Fissin, mais grâce à lui, nous avons passé une bonne journée. Exact.